Bonsoir à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver, des visages bien sûr familiers, amicaux, tout ça, c'est super chouette d'être avec vous ce soir. Merci aux grands-parents pour le climat de m'avoir invitée, merci beaucoup et je suis vraiment heureuse de pouvoir contribuer à notre pensée collective, très impressionnée de la présentation de Chloé et je voudrais poursuivre effectivement dans la ligne de ce qu'elle a dit, mais pour effectivement, je pense qu'on peut dire que Chloé a abordé en fait le rôle de l'entreprise en tant qu'actrice politique en fait finalement, c'est-à-dire l'interaction entre l'activité des entreprises quand elles se mêlent de la régulation, quand elles se mêlent en fait du pouvoir politique de gouverner notre présent et notre futur. Et je vais vous proposer de rentrer alors plutôt par l'autre face, la vie interne de l'entreprise. Et j'aimais bien, je trouvais ça mignon qu'Accenture mette dans son rapport « But momentum is building ». Oui, effectivement, on aimerait bien que le momentum... mais donc, effectivement, on n'y est pas encore. Parce que l'ensemble des trucs à régler est juste énorme et la tâche peut sembler effectivement tout à fait dantesque. Donc, j'ai le plaisir de vous parler à l'occasion, effectivement, de la sortie de cet ouvrage collectif et patron qui essaye de traiter de ce problème gigantesque d'une manière, ça n'a pas été dit, drôle. Oui, c'est vrai. Oui. Très bien informée, évidemment, à la fois très sérieuse, mais en même temps qui essaye d'apporter quand même... de traiter tout ce sujet avec beaucoup d'humour. Alors, et c'est vrai que c'est pas simple. Mais donc, j'avance dans mes notes. Alors, la proposition pour faire... Et maintenant, on va voir si ça marche. Voilà. La proposition pour vous donner tout de suite la thèse que je vais ensuite un peu vous... j'espère vous démontrer de manière plus ou moins convaincante, c'est que si nous avons un problème, c'est parce que, en fait, cette institution qui organise nos activités économiques et qu'on appelle entreprise, elle est animée par une rationalité extractiviste. Je parle de rationalité parce que je suis sociologue et vous savez, nous les sociologues, on essaye de voir la logique de l'action au-delà des individus. Et donc, il n'est pas du tout question de dire que c'est l'esprit qui anime les individus. Au contraire, dans le monde de l'entreprise, il y a quantité de gens qui veulent faire beaucoup de bien. Et vous allez voir que les patrons racontent l'histoire de 4 amis qui lancent une start-up qui sont des gens absolument formidables, qui veulent faire la chose la plus belle possible de leur projet d'entreprise. Mais en fait, les structures du capitalisme vont les amener à devoir faire des choses qu'ils n'avaient pas nécessairement anticipé qu'ils allaient faire. Parce que la rationalité donc, qui anime l'entreprise capitaliste est une rationalité donc, extractiviste, si vous voulez. J'utilise l'expression, c'est by design. C'est fait dans le design même des processus de décision. Il est fait en sorte que l'on considère que les travailleurs sont des ressources humaines. D'ailleurs, on ne se gêne pas pour le dire, ce sont des ressources humaines. Et que la planète, ce sont des ressources naturelles, environnementales, et qu'on peut les mobiliser comme on souhaite, et les détruire si on le souhaite. Voilà. Et cette rationalité, donc, de toujours chercher à produire un retour sur investissement pour l'apport en capital qui a été mis dans l'aventure économique, eh bien, il faut, je pense, aujourd'hui se confronter à l'idée qui peut mettre un peu mal à l'aise, qu'il faut la contrebalancer. Il va falloir trouver une formule pour contrebalancer cette rationalité instrumentale avec une rationalité d'une force aussi puissante qu'est, et ça c'est la bonne nouvelle, cette rationalité d'une force potentiellement aussi puissante, elle existe. C'est la rationalité que j'appelle politique
de tous ceux qui investissent en travail dans l'entreprise. Je vais vous prendre quelques exemples pour vous donner tout de suite le goût de ce dont il s'agit ici. Pourquoi les travailleurs seraient capables d'apporter ce contrepoids à la rationalité instrumentale au cœur même des entreprises? Mais d'abord parce que ce sont souvent les premières victimes de l'action, de leur propre action, si vous voulez. On peut penser en Belgique au cas de l'entreprise Eternit, par exemple. Les travailleurs sont aussi les premiers témoins. Et aujourd'hui, on voit ça partout, dans toutes les entreprises. Les travailleurs voient les dégâts, voient les problèmes. Ils les documentent, ils en parlent, ils essayent de faire remonter. Vous avez un exemple, il y a un mois, qui était à la une du soir sur la raffinerie de Total à Anvers, où le délégué syndical essaye de faire valoir l'urgence de changer de stratégie, de sortir des énergies fossiles. Mais on sait ce qu'il en advient, Chloé nous l'a dit. Le délégué syndical, il n'a aucun pouvoir par rapport à ce problème. Et puis, les travailleurs sont aussi les premières victimes économiques. Et vous avez peut-être entendu parler du cas très intéressant qui est en train de se jouer aujourd'hui à Vittel, où les salariés de Nestlé Waters, qui possèdent cette exploitation de Vittel, eh bien, ont appris la nouvelle du licenciement, d'un licenciement massif de 156 collègues, alors que depuis des mois, la délégation syndicale en front commun, CGT, CFDT, avait fait toute une proposition en fait, de redéploiement industriel qui était basée sur toute une idée de réduction de consommation de l'eau, parce que le problème est que les nappes phréatiques sont en train de gravement diminuer. Eh bien, qu'a décidé la direction? La direction a décidé que c'était un plan industriel qui était beaucoup trop coûteux. Et pourquoi la direction déciderait autrement? Parce qu'elle n'a aucun compte à rendre à ses collaborateurs. Donc, cette rationalité politique qui est au cœur de l'investissement en travail des travailleurs, on n'en fait pas grand-chose dans notre société. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait en faire quelque chose. Et le dernier chiffre que je voulais vous donner, enfin, au premier, peut-être, j'en ai pas donné, en fait, c'est que Kite Insight, qui est un bureau qui étudie les connaissances, les compétences des salariés sur un panel international d'entreprises, Kite Insight, dans son dernier rapport, a rapporté ce chiffre édifiant de 83% des travailleurs qui disent qu'ils veulent pouvoir prendre des actions sur le climat, sur tous les enjeux environnementaux, parce qu'ils voient au niveau de leur poste de travail des choses à faire, donc dans leur périmètre d'activité. Et quel est le problème? Ils n'ont qu'un pouvoir. 83% donc, des collaborateurs veulent agir, mais ils n'ont pas le pouvoir d'agir. Alors, on a voulu s'atteler à ce problème dans ce livre, donc « Et patron », qui est effectivement en vente à la sortie, que je vous conseille, parce que je ne vais pouvoir qu'effleurer quelques éléments du bouquin. Dans ce livre, on raconte deux histoires. On raconte l'histoire intellectuelle du problème, parce que ce n'est pas un petit problème, ce n'est pas si simple comme problème. Et ce problème demande d'allier toute une série de compétences. Et donc, je vous parle aujourd'hui, mais on est toute une série, tout un groupe interdisciplinaire, transatlantique, qui a travaillé sur ce problème de la démocratisation des entreprises transnationales. On vous propose dans ce livre d'aller en fait à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est qu'on hérite d'une pensée qui est vraiment la pensée au cœur même du capitalisme, comme l'a montré Karl Marx. Depuis là, on n'a rien inventé, en fait, qui est que le travail, on peut le considérer comme une chose. Et si vous travaillez, et tous ces gens qui se sont levés tout à l'heure, j'imagine bien que ce n'est pas la définition que vous avez de vous-même. Aliénable, anonyme, interchangeable. Non, nous sommes des êtres humains et nous sommes chacun différents. Et c'est pour ça d'ailleurs que les entreprises veulent que nous nous investissions dans leurs projets, c'est parce que nous apportons chacun notre originalité. Et dans une économie de service, on sait que c'est absolument la clé. C'est cet investissement humain. Et donc cette rationalité extractiviste, elle est vraiment là, dans cette réduction du travail à cette chose.
Et c'est même pire que ça. Dans le livre, on vous expliquera qu'en fait, ça remonte très, 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 très loin. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi un peu de... on n'explique pas cette histoire pour dire que c'est facile. Au contraire, on explique cette histoire pour dire que c'est très profondément ancré en nous, dans notre civilisation. En fait, ce rapport au travail, c'est un rapport que nous héritons de l'histoire de l'esclavage. Et parmi nous, il y a Paulin Aymar, qui est un des plus grands spécialistes de l'esclavage en Grèce antique, qui a amené tous ses travaux pour nous aider à penser le travail aujourd'hui et le contrat de travail aujourd'hui. Mais donc, le travail, en fait, et la liberté, ou l'aliénation de la liberté, l'absence de liberté dans le travail, le fantôme de l'esclave, sont vraiment... ont partie liée à toujours notre expérience aujourd'hui du travail. Alors la manière dont descriptivement on peut s'approcher de l'entreprise, et moi aussi je trouvais que c'était une bonne idée d'appeler le titre de notre soirée « L'entreprise et le climat », parce qu'effectivement, il y a un petit travail là définitionnel qui vaut la peine d'être fait. C'est quoi une entreprise ? C'est quoi une entreprise? Et je crois qu'il y a un côté un peu choquant pour certains d'entre vous, en tout cas, de se retrouver, d'avoir l'impression qu'on va mettre dans le même panier une petite PME et Shell. Non, évidemment qu'il faut opérer des distinctions. Et cette logique extractiviste, eh bien, elle va se donner à voir selon des jours différents. Et elle n'a pas partout la même intensité. C'est une évidence. Mais il faut pouvoir quand même approcher la chose, si vous voulez, dans sa structure. Et quelle est la structure de la chose? Eh bien, c'est que les entreprises sont en fait mieux comprises si on les comprend comme des entités politiques. Mais ça, que ce soit une toute petite structure ou que ce soit une méga structure tentaculaire, le pouvoir de cette entité va être très différent, et ça vous le comprenez bien. Le pouvoir de la commune de Tigny-Louvain-la-Neuve, par exemple, est très différent du pouvoir des États-Unis, de toute évidence. Néanmoins, ce sont deux entités politiques. Et donc, descriptivement, il faut abandonner notre idée que les entreprises, ce sont des choses privées, des organisations économiques. Bien sûr, elles ont des dimensions économiques, mais elles sont en fait ces entités politiques qui gouvernent littéralement la vie de leurs travailleurs. Ce sont elles qui prennent les décisions sur la vie d'aujourd'hui, de demain, de à quoi je vais me consacrer, quelle est la finalité qu'aura mon travail. Et littéralement, les travailleurs sont gouvernés au quotidien par les décisions de l'entreprise. Et en fait, dans une démocratie, et ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle, les individus ont l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout fondamentalement là-dedans. Parce qu'ils ont cette intuition critique, en fait, que s'ils doivent exécuter, il faudrait qu'ils puissent consentir. C'est ça l'idéal démocratique. Et donc, en fait, il est inacceptable, mon Dieu, inacceptable d'être gouverné par un despote. Hein? Bon. Alors, ce qu'on fait dans le livre, mais en fait, c'est parfait. Comme ça, vous voudrez absolument partir avec le livre, parce que je ne vais pas du tout pouvoir aller jusqu'au bout. Ce qu'on fait dans le livre, c'est qu'alors, on va essayer de se poser cette question en se disant, mais en fait, comment on ferait si on devait vraiment prendre au sérieux cette idée que les entreprises sont des entités politiques, que les travailleurs aspirent à être des citoyens dans l'entreprise et que, en fait, il faut les faire rentrer dans l'histoire démocratique. Mais en fait, cette situation ne s'est jamais posée. On n'a jamais démocratisé une grande entreprise transnationale. Et donc, ça, c'est notre romancière Miranda Richmond-Mouillon, qui est devenue folle, qui est devenue quasi dingue avec ce problème, et qui, finalement, nous a proposé de recourir à la fiction. Parce que c'est littéralement vertigineux si on commence à se poser la question de savoir, mais c'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté dans le travail? Eh bien, il y a plein d'héritages et on a travaillé avec tout ça et vous allez voir, il y a plein de gens que vous pouvez reconnaître qui sont dans le livre et qui apportent leur vision de la liberté. Et comment on va faire pour faire vivre la liberté
dans l'entreprise et dans l'entreprise transnationale tentaculaire. Donc, si c'est ça qu'on doit essayer de penser, eh bien alors, vu que ça ne s'est jamais passé, eh bien, il faut recourir à la fiction. Et parce que la fiction, elle est plus forte que tout, et en plus, elle peut guider, parce qu'elle va guider nos imaginaires, parce qu'une fois qu'on l'a vue, on peut reconnaître le réel d'une manière très différente. Et voici donc devant vous, mesdames et messieurs, ce soir, le Soup Group. 4 amis, vous les voyez ici, 4 amis auxquels vous allez vous attacher incroyablement. 4 amis qui veulent vraiment faire quelque chose de formidable à 4. Ils achètent un food truck, ils veulent faire de la soupe locale, bio, pas du tout dans du plastique. Ils font un petit accord avec un potier local pour avoir des petites cups en terre avec une consigne. Enfin, c'est vraiment formidable. Ils commencent cette aventure. Et ils ont même l'idée que pour être fidèles à toutes leurs valeurs, il va falloir qu'ils mettent ça quelque part. Et ils font une déclaration de mission, la déclaration de mission du Soup Group, proposer des menus et des lieux qui sont beaux, qui sont sains, qui sont abordables, servir le bien commun en encourageant le bien vivre ensemble, avoir un effet positif sur l'environnement, viser une croissance qui nous permet de rester fidèles à nos principes fondateurs, la liberté pour tous. Eh bien, dans Et Patron, vous allez suivre la croissance du Soup Group avec des gens qui sont vraiment engagés par rapport à leurs valeurs. C'est pas du pipeau. On voulait pas faire un truc facile parce que trouver des capitalistes plutôt répugnants, je veux dire, il n'y a pas besoin de l'inventer. Il suffit de regarder Elon Musk à la télé. Donc, il fallait ceux-là qu'on puisse vraiment les prendre très, très au sérieux. Les meilleurs d'entre nous, si vous voulez. Et donc, dans le livre, on va suivre cette histoire pour se rendre compte que malgré toute la bonne volonté possible, malgré tous les engagements, vraiment l'éthique individuelle de ces personnes, et ça peut faire penser à Emmanuel Faber, à plein de gens qu'on connaît aussi, qui ont essayé de faire des choses de l'intérieur dans ce système, eh bien en fait, il y a un moment, ça touche une limite. Ça touche une limite parce que les crises, elles s'amoncellent, et en fait, la crise démocratique, elle arrive. Et c'est cette crise-là qui est la crise fondamentale, la crise qui va tout mettre en jeu, puisque c'est la crise de la reconnaissance de l'absence de liberté des travailleurs. Que les travailleurs vont reconnaître pour eux-mêmes, que ces 4 fondateurs vont reconnaître dans le chef de leurs salariés. Et malheureusement, je dois aller vraiment très vite, et donc je ne pourrais pas vous raconter ce soir l'histoire du Soup Group. Mais ce qui est clair, c'est que les travailleurs sont gouvernés, les travailleurs sont précarisés, alors même qu'ils étaient dans les meilleures conditions possibles. Et la crise arrive à tel point que finalement les fondateurs se rendent compte qu'ils vont tout perdre. Si ça continue comme ça, il y avait un fonds d'investissement qui devait arriver pour faire une augmentation de capital, il dit non. Ils ont un problème de réputation parce que tout d'un coup ils ont obtenu un marché dans les aéroports, et là il va falloir faire du plastique. Enfin, il y a un ensemble de crises absolument terrifiantes qui leur arrivent et qui les amènent à comprendre que si ils ne reconnaissent pas un fait fondamental, eh bien, tout va s'effondrer. Et ce fait fondamental, ce sont eux, ce sont les gens qui font vivre le Soup Group. Ce sont ces investisseurs en travail sans lesquels il n'y aurait tout simplement pas de service. Il n'y aurait rien. Et c'est la partie constituante, oubliée, dans la structure de pouvoir de l'entreprise. Et la reconnaissance politique qu'il faut en fait accorder à ces travailleurs, à ces travailleuses, c'est la clé pour basculer dans un gouvernement qui sera légitime, raisonnable, intelligent de l'entreprise et qui la fera sortir de la rationalité extractiviste. Alors vous pourriez vous dire, oh, mais il existe plein de choses déjà. On a la responsabilité sociale de l'entreprise, on a des accords internationaux, enfin on a plein de choses, je ne peux pas les détailler, mais vous savez même mieux que moi tout ce qu'il y a. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ça ne va pas au cœur du problème, qui est ce monopole du pouvoir pour la rationalité instrumentale. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le Soup Group, ils vont faire ce saut. Ils vont faire ce saut de changement de structure de pouvoir.
Ça fonctionnait comme ça avant. Les actionnaires, c'est eux qui avaient le dernier mot. C'est eux qui élisaient le conseil d'administration, qui nommaient la direction. Et puis voilà, la direction décide et rapporte aux actionnaires. Eh bien, ce pouvoir-là, ils ne vont pas le perdre, mais ils vont accorder le même pouvoir à tous ceux sans lesquels leur entreprise n'existerait pas. Tous les investisseurs en travail, toutes les investisseuses en travail. C'est un système qui fonctionne avec 2 chambres. Un système dans lequel, à présent, il ne suffira pas d'une seule majorité pour choisir la direction dans laquelle va aller l'entreprise, choisir ce qu'on va faire quand il y aura des moments difficiles, choisir qui va diriger l'entreprise, qui sera le comité exécutif. Il faut une majorité parmi ceux qui représentent les actionnaires, comme avant, mais il faut aussi une majorité parmi ceux qui représentent ceux qui investissent en travail, pour que quand on voudra faire des dividendes d'un côté, on puisse reconnaître que peut-être il faudrait augmenter les salaires, peut-être il faudrait diminuer le temps de travail, peut-être il faudrait investir dans la formation, peut-être il faudrait passer la vitesse supérieure sur le recyclage ou quantité de mesures absolument cruciales pour rentrer dans les limites planétaires. Alors, je sais que j'ai déjà tiré sur la corde, je voudrais dire juste une dernière chose. La dernière chose, c'est ceci, c'est que le cœur de ce qu'il faut, je pense, saisir ici, c'est que notre préoccupation, et on l'a bien entendu dans ce que Chloé a dit, en fait, elle est double. Il y a un enjeu, si vous voulez, au niveau micro, de reconnaissance des travailleurs, des travailleuses aujourd'hui, qui a tout à voir avec la crise démocratique dans laquelle on est, l'absentéisme, la démotivation, les burn-out, le manque d'innovation. Il y a une masse là de problèmes, si vous voulez, que l'on peut adresser au niveau micro en reconnaissant ce pouvoir aux travailleurs. Mais il y a l'autre dimension qu'il faut tenir en même temps, c'est la dimension du réencastrement de ces entités politiques dans le projet démocratique. Je dis réencastrement parce que, en fait, tant qu'elles fonctionnaient dans les territoires nationaux, on pouvait peut-être effectivement se permettre de vivre avec des entreprises qui fonctionnaient comme ça, qui étaient despotiques. Parfois, il y avait des despotes éclairés, parfois, ils n'étaient pas du tout éclairés, mais bon, ça fonctionnait parce que l'État inscrivait ces structures dans une régulation, on pouvait partager la richesse, on pouvait imposer des lois, etc. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce moment-là. On est dans un temps mondial où il y a une transnationalisation de la régulation publique. Et donc, l'enjeu aussi d'une démocratisation interne, c'est d'envisager que c'est par là qu'une relation bénéfique à nouveau pourrait se recréer entre les entités politiques que sont les entreprises privées et les États en vue d'une régulation qui est ce dont nous avons le plus besoin, évidemment, si on pense à demain, une régulation à l'échelle mondiale de notre futur. Voilà, merci beaucoup.